Dorothy Lévy et à travers ses souvenirs avec Bobby Holcomb. Dorothy Lévy, Yolana. Yolana Michel. Et merci de me recevoir à Tahiti dans ce petit studio merveilleux, aussi chaleureux que joli et intime. Merci à toi Michel, enfin c'est un grand honneur de t'avoir ici. Dorothy, tu reviens d'une cérémonie qui a célébré encore une fois Bobby. Raconte-moi comment ça s'est passé à Wainé. Déjà, je suis émue quand on parle de ce moment parce que tout Huahine a participé. On avait les enfants de les maternelles juste au collège qui inclut les parents, qui inclut les profs étaient là et le soirée, tu avais les 550 enfants. Tu doubles ça par 2 parce que les parents sont venus, parce que Angelo est venu pour les jeunes aussi. On avait plus que 3000 personnes là-bas. Je vais te dire honnêtement, j'ai pleuré. C'était incroyable parce que ça fait 20 ans que Bobby est mort. Et tout le monde était là, ses amis, ses vieux copains, tout le monde voulait partager ce moment et même le maire m'a dit, tu sais Dorothée, on n'a pas eu un événement comme ça depuis Bobby est mort. Bobby et Angelo avaient ce magique de réunir les jeunes comme ça et tout le monde était debout, tout le monde chantait, c'était comme s'il était avec nous. J'ai fait les répétitions avec Angelo et Maïre est venue. Et Maïre aussi, elle était tout jeune quand elle a chanté avec Bobby. Elle avait entre 16 ans et 18 ans. Et là, elle est venue, elle chantait les chants. Elle aussi, elle pleurait. Mais elle chantait avec son cœur. Et Angelo, je sentais aussi que il faisait un hommage à Bobby. Je te dis, Michel, c'était très, très magique ce soirée. Les enfants connaissent bien aujourd'hui les chants de Bobby. Les chants sont des messages. Bobby, quand il a fait ce concours à Pirée, concours de chant, il m'a dit que si Tahiti veut que je chante, je vais les chanter des messages. Je vais utiliser ça comme un outil pour les parler, pour mettre la culture en valeur, pour mettre la langue en valeur. Et le jour qu'il veut plus m'écouter, je vais retourner à Huahine. Alors, il a utilisé plus le chant comme un message. Et quand les enfants chantent ces chants, ils chantent de Henri Hiro, ils chantent que c'est pas bien de rester à Papeete, il faut retourner dans les îles, ils chantent de leur langue. Et c'est ça qui est beau avec les chants de Bobby. Et c'est pour ça que c'était beau de voir ces enfants chanter ces chants. Et le vendredi matin, on m'a invité au collège pour parler avec les enfants aussi. J'avais 2 groupes, un petit groupe qui faisait une rédaction en brevet et j'avais un groupe qui faisait de art plastique. Alors, on parlait pourquoi Bobby est tellement populaire et qu'est-ce que enfin Bobby faisait avec sa mission parce que c'était un peu une renaissance pendant cette époque, c'était dans les 80 où le Tahitien était un peu confusé sur sa culture. Alors, Bobby a ramené cette valeur dans sa pensée. Je crois que il a créé, il a participé dans des groupes de Areoi qui faisaient des pièces. Il a participé avec Tavana Salmon pour ramener les tatouages. Tout qui ramène un peu la culture, si c'était la langue, la danse, la musique, ou même les légendes. L'art était utilisé beaucoup pour les légendes, parce que même dans cette époque, on ne savait pas beaucoup sur les légendes. Alors, dans un tableau, Bobby expliquait peut-être la légende de Hina. Quand on parle de l'art de Bobby, on parle aussi de... C'est quelle sorte d'art? Il n'était pas comme Gauguin. Enfin, c'était mythology art. Mythology, ça veut dire un peu comme les Japonais. Les Japonais ont une légende souvent dans le tableau. Et parce que Bobby était indien-américain, les Indiens américains utilisent beaucoup l'art pour s'exprimer dans une légende. À travers les mythes, à travers les légendes. Mythes, voilà.
Et c'était cette sorte de art. C'était pas vraiment des lagons avec des cocotiers. Il dessinait beaucoup les costumes de danse parce que dans cette époque, les costumes étaient limités. Et il voulait voir les costumes un peu plus mettre en valeur avec les couleurs, avec... Les lignes, les formes. Voilà, alors il dessinait ces danseuses et après les gens regardaient et disaient «Ah, Bobby, c'est vraiment beau!» Après ils disaient «Mais c'est vous!» Quand est-ce que tu as rencontré pour la première fois Bobby? J'étais à Taravo. En fait, c'était à Pâques, alors on a fait un petit repas et Bernard Montessier était avec nous aussi. Et j'ai téléphoné à Hershon pour dire je voudrais bien connaître Bobby. J'étais en retour de l'Amérique et tout le monde parlait de Bobby. On ne savait pas trop qui il était parce que, tu sais bien, dans notre pays, on n'accepte pas beaucoup les Hotupainu tout de suite. Il faut vraiment montrer ta preuve que tu es ici pour amener quelque chose. Et on parlait de Bobby et j'ai dit, bon, il disait, oh, il est hawaïen, il est noir, il est américain-indien, il est un mélange, mais il nous dit tous de nous parler notre langue, il nous dit tous qu'on est beau. Il était un peu un bon esprit et je voulais vraiment le connaître. Et quand je voyais ces petits dessins, j'ai dit, ah, c'est tellement joli, je voudrais bien le connaître. Mais tout le monde me disait que c'était pas possible. Parce qu'il fréquentait pas vraiment les demi, les Américains demi comme moi. Il était à Maïva, il était entouré avec le village et il apprenait pas les Tahitiens. Il était vraiment intéressé dans la vraie culture. Et ça l'intéressait pas beaucoup de rencontrer d'autres gens. Mais il est venu le dimanche. Je me rappelle bien de Bernard Montessier parce que lui aussi, il savait c'était qui Bobby et il a serré la main et il a dit, je voulais bien te connaître parce que, enfin, toi, tu as traversé la barrière. Toi, tu es étranger, mais tu as eu la possibilité d'aller de l'autre côté et tu es avec eux maintenant. Parce que pour Bernard Montessier, il était toujours curieux de notre culture. Et il voyait qu'on avait une barrière entre les Tahitiens et les Popas qui venaient ici. Et Bobby l'a regardé, il a dit, la clé c'est la langue, Bernard. Apprends la langue. Une fois que tu apprends la langue, les gens te respectent. Et Bobby disait toujours, quand le Tahitien le disait, ah, Bobby, t'as appris notre langue. Et il disait toujours, c'est parce que je vous aime. Et peut-être ça vient de ça aussi. Bobby aimait les Tahitiens et il a dédié sa vie pour eux aussi. Pour eux, absolument. Alors, quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois, tu as été sous le charme tout de suite, toi? Oui, mon cœur commençait de battre comme si j'ai vu l'amour de ma vie. Il était tellement beau. Il brillait, Bobby. Il avait tellement une énergie. Quand il parlait doucement. C'était comme le miel presque quand il parlait. Il n'était pas prétentieux, Bobby. Il était plus curieux qui j'étais que moi j'étais. Et tout de suite, on est assis ensemble et je me rappelle, il a tiré son kamaka, son petit ukulélé, et il m'a chanté un chant noir qui s'appelle Honesty, de être honnête. Et j'ai pensé c'était tellement beau que j'ai dit, lui, je vais le suivre partout où il va. Et en fait, il m'a dit l'après-midi, écoute, remplis ton sac de marché avec qu'est-ce que tu as besoin. On part demain pour Huahine. Et je suis partie comme ça. J'ai laissé une maison avec toutes mes affaires. J'ai contacté des amis. J'ai pris Sabrina et Sabrina était en dessous de son charme aussi. Sabrina tout de suite a vu que c'était quelqu'un très très spécial et on a pris le bateau et je suis restée à Huahine pour 30 ans après. 1980, une année qui a marqué dans ta vie, Dorothée. Tu es donc partie pour Huahine. Bobby avait une vieille maison coloniale, une vieille maison. On n'avait pas d'électricité, on avait des moris pétrole, des lampes en pétrole. C'était très beau sa maison parce que enfin Bobby, je suis toujours en contact avec sa copine Kimi Dios
que Kimi a voyagé en Europe avec lui. Et elle me disait, au commencement, elle pensait que Bobby va être un décorateur de maison. Parce que partout où il allait, en France, à Paris, en Italie, il disait à les gens où il restait d'aller en ville, aller au parc. Et pendant cette période, il redécorait la maison. Et quand les gens rentraient, c'était un masterpiece. Et il faisait pareil à Huahine. Quand tu rentrais dans sa maison, c'était tellement beau et bien arrangé. Mais si tu regardais bien, c'était rien du tout. C'était des petites choses Avec trouvaient rien, oui. que les gens lui donnaient. Mais avec tous les matins, il se réveillait à 4 heures le matin. Il allait voler des fleurs. Alors, il allait voler des hibiscus, il allait voler des tiares. Il faisait des énormes bouquets sur sa table. Et à 6 heures, tu avais des bouquets partout dans la maison. Il avait vraiment un palais, mais en fait, si tu regardais bien, il vivait très, très simplement. Hein? Donc toi, ça a été complètement une nouvelle vie pour toi. Tout à fait. À Tarawa, j'avais vraiment une bonne vie. On faisait de boogie surf, on buvait des jus frais. On était un peu les yuppies de la presqu'île. Et quand je suis arrivée à Huahine, Bobby voyait que je parlais pas bien le tahitien. Alors il m'a dit, je veux plus que tu fréquentes des amis sur les yachts. Je veux que tu prennes une copine tahitienne et tu apprends de bien parler tahitien. Alors, pour 2-3 mois, j'avais mes amis, surtout les enfants. Hein? Si tu veux apprendre une langue, c'est les enfants les meilleurs maîtres. Parce que ils te corrigent. Ils te disent, non, non, on dit pas comme ça, Dorothée, on dit comme ça. Et tu rigoles avec eux. Après, j'avais mes amis, mes copines, et j'avais aussi les vieux de Huahine qui étaient curieux aussi avec Bobby parce que, surtout Maïva, hein? Maïva, c'est comme une réserve indienne. Hein? Les gens ne laissent pas les gens rentrer comme ça. Ils ont eu cette guerre quand les Français ont fait une guerre ici pour être colonisés. Ils n'ont jamais pardonné les Français pour cette guerre. Et ils parlent de ça comme si c'est le week-end dernier. Même on n'avait pas des instituts, des profs qui vivaient dans le village. Mais qu'est-ce qui était intéressant, c'était le village de Dr. Sinoto. Dr. Sinoto a fait presque 40 ans de recherche dans ce village. Archéologique, oui. Et dans cette époque, il arrivait tous les ans et il avait un groupe qui s'appelle les Earth Watchers qui finançait son travail dans le village. Et Bobby et moi étaient très proches à Dr. Sinoto. Et Sinoto nous aimait beaucoup, Yoshi nous aimait beaucoup et il disait toujours quand je parle, c'était notre travail d'expliquer son travail parce que dans cette époque, les gens ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'il faisait. Ils pensaient qu'il était un peu fou. Quand tout le monde était à l'église, lui, il remettait les pierres dans les marais. C'était un travail qui n'était pas vraiment apprécié. Il trouvait beaucoup d'objets. Et quand Bobby voyait ces objets comme les absents et tout ça, tu les trouves dans les tableaux de Bobby. Parce qu'il a pensé un peu, si peut-être il faisait un tableau avec ces objets dedans, comme comme Maui qui pêche avec les cheveux de Hina. L'absent est exactement l'absent que Dr. Sinoto trouvait. Et moi, j'ai toujours vu son art et quand les gens me demandent, c'est un peu l'éducation par l'art, education by art. Et il disait aussi, Bobby, je ne pourrais pas écrire un livre sur qu'est-ce qui passe, sur qu'est-ce que je vois, mais je pourrais faire un tableau parce qu'ils vont regarder ce tableau. Et on sait très bien quand un Tahitien regarde quelque chose, il n'oublie pas. Il se rappelle de... Tu n'as pas besoin de l'apprendre 2 fois. Tout de suite, il capte l'image. L'art pour Bobby était beaucoup une éducation de qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a discuté et surtout qu'est-ce qu'il lisait dans les livres. Et pour toi, c'était très enrichissant parce que du coup, tu t'es mis au tahitien, tu as participé à la récolte des légendes. Je suppose que ça a été une ouverture sur le monde polynésien dont tu avais été un peu privée par ton éducation, Dorothée. Est-ce que tu avais été préparée à cette découverte de la culture polynésienne? Pas vraiment, mais j'étais
J'ai fait l'université en Amérique, mais quand je suis arrivée ici, on était toujours dans le système. Si c'était pas une éducation française, que les diplômes américains n'étaient pas Pas respectés pour reconnu, avoir oui. un reconnu. Et je voulais être enfin peut-être un institut dans une école primaire, mais c'était pas reconnu. J'avais même pas un bac, alors c'est comme ça j'ai eu un petit snack à l'aéroport à Huahine. C'était notre gagne-pain pour moi et Bobby. En fait, quand on travaillait, quand on faisait les écoles, on faisait des concerts, ça n'avait pas aucun but financier. Alors, avec le snack, on avait toujours du pain beurre sur la table. Et c'était bien aussi parce que c'était un travail où on rigolait beaucoup et Bobby souvent est venu, les gens se rappellent, il avait les vaisselles derrière, ou il décorait les assiettes de croque-monsieur et on rigolait beaucoup dans cette époque. Tu es né à Papeete ou tu es né en Amérique, Non, toi? j'étais née en Amérique. Enfin, mon papa est parti en Amérique dans les 1940 et il avait le script, on dit script, de Mutiny de Bounty et Hurricane de James Norman Hall et il a amené ce script à MGM. Là, ils ont vu tout de suite le script, ils ont dit, OK, on va faire le film et ils ont dit à mon papa, on a besoin de toi parce que on sait rien vraiment de les habitudes tahitiennes, comment ils ressemblent, quoi. Alors, ils transformaient les Mexicains et les Filipinos en Tahitiennes. Même Dorothée Lamour était mexicaine. Il a transformé en Tahitienne. Et c'est comme ça j'ai eu le nom Dorothée. Après Dorothée Lamour. Alors ton père avait quitté Papeete parce que c'était le frère, on le rappelle, de Germain Lévy, de Maman Lévy. Et donc lui, il avait préféré faire sa vie aux États-Unis. Enfin, pendant cette période, c'était dans les 40 aussi. C'était la belle époque de l'Amérique Oui. et tout le monde allait là-bas d'être américain, peut-être y penser d'ouvrir un peu des portes. Et, parce que ma famille avait une histoire à San Francisco aussi, de le grand arrière-grand-père qui avait un schooner qui faisait San Francisco Marquise Papiete. Parce qu'il avait un bateau. The New Land à l'Amérique et il est allé là-bas. Après, il a travaillé à MGM avec les deux films et la guerre a commencé. Et il a vu qu'il pouvait avoir un passeport s'il était dans l'armée américaine. Alors, il est parti faire la guerre pour... c'était comique en fait. C'est pour ça que je porte aussi le nom Lubin. Parce que quand il voulait aller dans l'armée américaine, ils ont vu son nom Levy. Ils ont dit, ah non, tu ne pourrais pas aller en Germany avec un nom comme Levy. Alors, ils ont dit, cherche un autre nom. Et il a pris le nom de la arrière-grand-mère qui était mariée avec Levy, qui s'appelle Lubin, qui est une vieille famille aussi de Papiete de le 1890. Alors, je porte les deux noms. Enfin, je suis Dorothée Lubin Lévy. Je suis fière d'avoir ces noms aussi parce que je sens que cette famille juive a apporté des choses à ce pays aussi. Beaucoup, ne serait-ce que les premiers Salmon qui étaient juifs aussi. Oui, oui, oui. Et je me rappelle, j'étais mis quand je suis premier venue à Tahiti, j'avais 13 ans. Et je me rappelle si j'étais sur un de les premiers vols de Pan Am. Mon papa m'a amené. J'ai jamais visité Tahiti, juste que j'avais 13 ans. Et tout le monde était à l'aéroport pour recevoir mon père et me recevoir et tout ça. Et j'avais des couronnes juste à mon nez. Et après, tout le monde était dans la voiture et on m'a amené au cimetière. Et j'ai dit, oh non, pourquoi on va au cimetière? J'ai pensé, c'était pas une habitude américaine. Et on a amené tous les couronnes pour mettre sur les tupunas, les tombes de toute la famille, pour les remercier. Et j'ai pensé que c'était tellement beau. Et après, on m'a amené au Matavai, qui appartenait à ma mère, à Germain.
Ah, j'ai dit, oh, wow, on a un petit hôtel ici qui... Et dans cette époque, on avait deux hôtels. On avait le Matavai et on avait l'hôtel Tahiti. Et pendant cette époque, c'était les Savage Jones qui jouaient tous les vendredis soirs avec Émile Vernedon. C'était Gaby Lou qui chantait. Et mon papa me disait toujours, tu restes ici avec les musiciens le vendredi, tu bouges pas. Et après, ils sont devenus mes meilleurs amis. Tu as découvert Tahiti et ta famille en même temps, Dorothée? Je dormais chez Tante Alice. J'ai vécu chez Tante Alice avec mes deux cousines, Do et Danny Carlson. Et Tante Alice avait 85 ans. Elle était tellement une grande femme et tellement... Le soir, on n'avait pas la télévision. Elle nous racontait les histoires quand ils ont trouvé les pelles de Gauguin, parce qu'elle a connu Gauguin. Et ces histoires étaient tellement... Après, elle rigolait. C'était la Matahiapo de la famille Lévy pendant cette époque. Elle m'a donné beaucoup sur l'histoire de Tahiti. Le week-end, j'allais visiter Claire Walker, qui habitait à Mam'o, qui était mariée à Julien Lévy. Et elle aussi, elle avait beaucoup d'objets dans sa maison. Et je crois que c'est par cette passion que j'avais pour le passé que, quand j'ai connu Bobby... Oui, tout ça est remonté. Oui, enfin, moi aussi, je voulais faire quelque chose de mettre en valeur cette culture. Alors, par suivre Bobby, par l'aider, parce que, bon, c'était lui, le maestro, qui avait les idées et tout ça. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai participé dans un grand moment, je crois, Michel. Mais alors, comment as-tu appris le français? Parce que finalement, tu t'es élevé à l'américaine, tu viens à 13 ans à Tahiti, tu parlais français à l'époque? Enfin, non. Je crois que j'ai inventé une langue et je l'invente toujours et mes amis rigolent. Je sais, Chantal Spitz me dit toujours, tu sais, on ne pourrait pas te réinventer, Dorothée, t'es tellement spéciale. Et Chantal me disait, et j'arrive maintenant de te comprendre même quand tu inventes des mots. Alors, c'est entre l'américain, mais je voulais tellement communiquer avec ma famille, et avec qu'est-ce qui passe. Alors, c'est eux qui m'ont appris. Les premières vacances que j'ai passées ici, mon papa voulait me ramener en Amérique et j'ai pleuré que je voulais plus aller en Amérique. Alors, il m'a laissé aller à l'école ici. Et j'ai fait 1 an au lycée Gauguin. On ne savait pas quoi faire avec moi. Alors, ils ont dit, OK, juste que tu parles bien le français, tu peux aller où tu veux aller. Ça veut dire, fais des amis et va en classe avec eux. Alors, j'allais en classe avec Mario Nouveau, Charles Tetaria, tous les grands personnages d'aujourd'hui. Je les suivais partout. Et juste à aujourd'hui, c'était tellement bien cette époque que on a tous la soixantaine, mais on se reconnaît de cette époque. Oui, c'est la même génération. Oui, et j'ai appris à lire le français et parler le français. Et à la fin, je faisais tellement la fête qu'on m'a dit, OK, maintenant tu restes dans une classe, et ça va être en 5e. Alors j'ai fait 1 an en 5e et j'ai même eu le tableau honneur. Oh, bah, écoute, pour mes efforts. C'est très bien. Et tu es retourné aux États-Unis après? Oui. Mon père a dit, OK, maintenant tu retournes et tu fais l'université. Mais toutes les vacances, je demandais de revenir et être avec mes amis et ma famille ici à Tahiti. Et mon père me disait toujours, tu veux pas passer 2 semaines à Hawaï? Et je disais, non, je veux pas, je veux que toutes mes vacances sont à Tahiti. J'étais vraiment attachée à ce pays et surtout le feeling de Tahiti. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Je me rappelle avant moi et Michou Chavs, on allait en bicyclette ici à Papeete, on allait manger des pains au chocolat ensemble. Aujourd'hui, je n'ose jamais prendre une bicyclette ici. C'est trop dangereux. Oui, mais peut-être un jour on pourrait avoir cette ligne rose quand ils ont comme les autres pays pour prendre une bicyclette et aller un bout ou l'autre parce que c'est tellement agréable d'avoir une bicyclette en ville. Hein? Oui, s'il y a moins de voitures qui circulent.
Voilà, c'est toujours le problème. Et avec Sabrina aussi, qui est à l'Assemblée, on parle souvent de ces sortes de problèmes de voitures, parce que, en fait, c'est les voitures qui abîment Qui le polluent et qui paysage. abîment. Partout, quand tu vas à Punavia, t'as pas le temps de regarder les jardins comme avant. Avant, on savait où sont les arbres de mangue, où sont les ourous et tout ça. Et on regardait le paysage. Aujourd'hui, on file à 60, 80 kilomètres, on voit plus. On voit des murs et des murs et des murs. Oui, et c'est les voitures, parce que si on n'avait pas toutes ces voitures, je crois qu'on pourrait apprécier. C'est tellement beau, ces montagnes, quand tu es à Punavi. Et juste à Papara, les montagnes sont formidables à Tahiti. Donc dès que tu as connu Tahiti, en vacances régulièrement, tu t'es ressentie de nouveau polynésienne et non pas américaine. Ouais, ça veut dire que quand j'étais en Amérique, j'ai pensé que j'étais mexicaine. Parce que j'étais un peu trop mate pour les yeux bleus et cheveux blonds de les Américains, les pom-pom girls. J'allais souvent avec les Mexicains et les Indiens américains. Je sais pas, peut-être c'était dans mon DNA, mais quand on m'invitait chez eux, et je voyais la grand-mère, les enfants et tout le monde autour de la table. J'étais tellement contente et quand je suis venue ici à Tahiti, j'ai vu c'était la même sorte de culture que tout le monde était inclus. Surtout à Huahine, moi maintenant à Papeete, mais à Huahine, t'as tout le monde autour de la table. Même le neveu qui est un peu SDF, on l'invite à manger à la table. Alors t'as les matahiapo, les arrière-grands-pères, les grands-mères, les petits-enfants. La vie communautaire. La communauté. Oui. Et les Mexicains sont beaucoup comme ça et les Indiens sont comme ça. Tout le monde est là. Et je me rappelle, je pensais tellement que j'étais mexicaine parce que, enfin, mon papa me parlait pas de les îles. Je crois vraiment il voulait devenir américain. Alors, je savais pas vraiment. Alors, j'ai même joué baseball avec les Mexicains, qu'il faut que tu es mexicaine pour jouer dans l'équipe. Et un jour, j'étais mangé avec elle et la mamacita m'appelle dans la cuisine et dit « Dorothea, venga ». Alors, je vais dans la cuisine, elle a dit « Dorothea, you are not a Mexican ». Ça veut dire que j'étais pas mexicaine. Alors, je voulais pleurer à ce moment parce que j'ai dit « Mais si, mamacita ». Elle a dit « Non, mais on va t'accepter comme une Mexicaine ». Et de ce jour-là, j'étais sur les recherches. J'étais quoi alors? Et la seule chose, je me rappelle, mon papa était toujours à côté. Il avait une petite piscine et un palmier. Et quand le courrier est venu, je le donnais et je le voyais pleurer en train de lire les lettres. Alors il m'appelait et il m'a dit, OK, va ranger ces lettres dans son tiroir. Et j'allais dans la salle de bain et je prenais les lettres et c'était tout en français, dans une belle écriture. Et la chose qui m'intéressait, c'était le thème. Parce que le thème me ressemblait. Et je regardais le thème, je regardais le miroir, je regardais le thème. Et j'ai dit, peut-être je viens de là. Et un jour, mon papa est rentré dans ma chambre et il a dit, je vais t'amener avec moi voir ta famille. Oh, j'étais heureux, Michel. J'ai pensé, waouh, je ne savais pas où on allait. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, tout le monde était là. Tu avais les danseuses, les groupes de danse et tout ça. Et je me rappelle, je pleurais. Je pleurais dans mon cœur. D'émotion. Que je suis rentrée et j'avais que 13 ans. Je savais pas, mais c'est comment le sang s'attache. Et surtout ici, quand on parle de ces tortues, tu vois, qui partent des 1000 kilomètres, mais ils rentrent chez eux pour pondre. Et je me sentais un peu comme ça, que je suis rentrée chez moi. Après, je voyais que j'étais plus mexicaine, sauf j'ai toujours mes amis mexicaines et quand je vais en Amérique, je les appelle et ils sont tous des doctorats, ils travaillent pour les problèmes qu'ils ont en Mexique. C'est comique, on était toujours sur le même chemin et ils rigolent parce qu'en fait que j'ai trouvé mes îles à la fin. Et quand est-ce que tu as décidé de complètement venir vivre en Polynésie? C'est quand j'ai connu Bobby. Je faisais un peu Nouvelle-Zélande, Australie, l'Amérique. Je cherchais un peu un endroit pour prendre un endroit et de m'asseoir. Tu avais choisi Taravao.
Taravo, en plus, c'était un terrain qui appartient à la famille. Et c'était la dernière maison de mon père. Taravo était vraiment beau quand on parle de 40 ans et 30 ans. Tu n'avais pas tout le trafic. Aujourd'hui, quand je rentre et je vais visiter Sabrina, ça me rend triste de voir les problèmes de voitures qui passent devant la maison parce que je sais que la petite fille de Sabrina va jamais prendre sa bicyclette pour aller au magasin comme j'ai fait, ça fait 30 ans. Huahine est tellement bien. Tu sais, Michel, j'étais là pour 30 ans à Huahine. J'étais jamais fou là-bas. Tous les matins, j'étais contente d'être à Huahine. Les gens disent, oh, mais t'as pas beaucoup de choses à Huahine, des activités et tout ça. Mais je crois que c'était l'énergie de vivre sur un... Tous les deux de mes enfants sont éduqués dans le village de Maïva. Et je suis très contente parce que tous les deux, l'un au dernier mot est allé à l'université et Sabrina a fait 10 ans à Nantes. Élevée dans un petit village, je crois que c'est un plus pour l'enfant. Et tous les deux, ils parlent 3 langues. Parce que quand tu vis dans un village, tu les envoies à Hapira Tapati, où ils apprennent bien à parler le tahitien, parler français à l'école, et nous à la maison, je les parlais en anglais. Parce que tous les deux me disaient, « Oh, maman, tu parles tellement mauvais ton français. » Alors j'ai dit, « OK, maintenant je vous parle que en anglais. » Et depuis ce jour, tous les deux, je les parle que en anglais quand je les vois. Ces 30 années à Huahine qui ont été 30 années de bonheur. C'était très intéressant, enfin, de vivre sur une petite île. Les gens sont intéressants aussi parce que ils vivent toujours dans 2 esprits. Ils ont une main sur le passé qu'ils ne lâchent pas. Le futur les invite pas trop. Ils gèrent mal les choses de l'argent, les comptes de banque et tout ça parce que c'est pas vraiment dans le façon. Beaucoup de gens de mon âge, même un peu plus jeunes, ils sont élevés par leurs parents de construire et de pêcher et de faire l'agriculture. Ils n'ont pas vraiment une éducation de faire des comptes de banque, de faire des demandes de subventions et tout ça. Et c'est toujours les derniers qui peuvent vraiment mettre leur pied dans la porte de la société. Quelquefois, je les vois à Papeete et je les invite toujours chez moi de venir visiter, de me dire qu'est-ce qui passe dans le village. Mais tu vois que même à Papeete, ils rentrent pas vraiment dans la société. Ils comprennent pas trop. Ils aiment bien manger au marché, de rester. Plus, ils ont un problème de langue parce que à Huahine, on parle tahitien, avant on parle français aussi, qui est un peu la fierté de Huahine. Mais avoue quand même que pour toi, c'était, ayant vécu aux États-Unis, te retrouver à Huahine avec une vie quotidienne toute simple, avec Bobby, c'était tout simple. C'était un changement quand même de vie étonnant. C'est vrai, mais Bobby avait tellement une énergie d'intelligence et il était tellement une personne positive. Tous les matins, il se réveillait à 4 heures et il allumait les lumières, il allait chercher ses bouquets de fleurs, il travaillait sur les... Il a transformé, peut-être que qu'est-ce que les gens pensent. On s'ennuie dans un petit village, t'as pas de cinéma, t'as pas de restaurant et tout ça, mais il transformait ça comme si on était sur un terrain, on dit les Tupuna de les Aztèques. C'était tellement important, Maïva, dans l'ancien temps. Surtout Maïva. Tu sentais que les gens étaient les mêmes. C'était des descendants. Et tu voyais que dans les familles Ari, tu avais les chefs. Dans les familles qui faisaient le Ra'auteti, tu avais toujours des femmes qui faisaient le Ra'auteti. Quand on est premier allé là-bas, tu avais toujours des tahua. C'était très, très intéressant, Michel. Même quand Dr. Sinoto partait, il était triste. Lui aussi voulait vivre dans le village et tous les jours être entouré par cet ancien savoir. J'ai l'impression, à t'entendre, que Bobby et toi, vous avez permis à tout ce passé de revenir à la surface. Parce que Bobby a pu interroger, a pu faire parler, a pu ressusciter un petit peu de ce passé, cette histoire et cette culture polynésienne.
Bobby était un planteur de graines. Il a vu ça. Il était un peu le maestro pendant cette époque. Il plantait une graine dans chaque personne. Je dis, c'est un grand arbre. Elle continue de travailler sur les légendes, sur les étoiles, sur la navigation. Je me rappelle quand Bobby est mort, j'ai eu un télégramme de Suisse, d'un ami de Bobby, un écrivain, qui m'a dit, si on veut rendre hommage à Bobby, il faut qu'on nourrisse cette graine qu'il a plantée dedans nous. On avait plusieurs personnes. On avait Henri Hiro dans cette époque. On avait plusieurs personnes. Tavana. Je ne sais pas qui plantait la graine dans qui, mais c'était comme des chefs côte à côte et on savait notre travail. Il faut dire que Bobby n'était pas tout seul. On voulait jamais dire que c'est parce que de Bobby c'est arrivé, parce que Bobby aussi il savait que c'était son travail d'inspirer les gens, mais en fait, ça devrait être pris par le Tahitien lui-même de faire ça, parce que c'était dans son sang. Et quelquefois, je disais, mais Bobby, c'est ton idée, ça. Il disait, c'est pas grave. C'est pris par les gens de ce pays qui sont nés ici. Ça va plus passer par eux que par moi. Alors, quelquefois, il avait une idée et on voyait que ça partait dans un autre, avec une pièce, avec la danse, avec la musique. Et c'était pas grave. Même aujourd'hui, je vois beaucoup de traces de Bobby dans la musique, à l'école. Je me rappelle une fois au Faripoté, on faisait des paréos et on faisait des motifs de tatouage et de tapa. Et quelqu'un est venu dans le Faripoté, des gens de le village, il dit « Bobby, c'est pas joli ça ». Il a dit « C'est trop sombre » parce qu'on utilisait le chocolat, le noir. Et après, j'ai dit à Bobby, tu sais, les gens n'aiment pas ces images, Bobby. Il a dit, c'est pas grave, continue de les faire. Et aujourd'hui, tu vas dans une boutique et on n'a que ça. Tu cherches quelquefois des petites fleurs parce qu'on n'a que de tatouages et de tapas sur tous les paréos. Alors, l'idée était prise et c'est parti. Tu vois, les massis, c'était les images de tapas que Bobby faisait beaucoup. Et tu vois beaucoup que c'est utilisé derrière dans des scènes de pièces. Et les gens ont vu ça, ils ont dit « Ah, c'est joli », ils ont refait. C'était pas important pour Bobby s'il était copié, l'idée était prise. Juste que ça passe, que ces images étaient mises en valeur. C'était ça qui était important à Bobby. Et tu as travaillé avec lui, tu as fait des paréos, tu as... Ah oui, ouais. Il avait l'idée, après il me faisait la pochette, comme il disait, le massif. Il a dit, bon, Dorothée, tu vas finir ça et je reviens dans 2 heures. Il avait quelque chose à faire. Alors, j'essayais de faire très, très comme il voulait, les couleurs qu'il voulait, parce que dans cette époque, on n'avait que 4 couleurs qu'on travaillait avec. C'était le chocolat, c'était le noir, c'était le jaune, oui, jaune-orange, et c'était le rouge et le blanc. Il travaillait avec ça parce que c'était les couleurs polynésiennes qu'avant les couleurs modernes venaient. Et te voilà devenue artisane. Oui, je travaille beaucoup. Au commencement, il m'a dit, OK, Dorothée, tu vas être mon manager. Tu vas s'occuper quand on va en concert et tout ça. Alors, je dis, OK. Alors, on a fait des concerts ensemble et il a toujours demandé le même prix que le batteur. Le batteur était payé 20 000 francs. Alors, j'ai pensé, OK, bon, avec 20 000 francs, on pourrait payer notre chinois pour 2 semaines peut-être. Mais arrivé à la fin du concert, on allait chercher les 20 000 francs et on disait à Bobby, Bobby, tu vois, avant le concert est commencé, t'es allé dehors et t'as laissé au moins 20 personnes rentrer. Et c'est vrai, quand il voyait des enfants dehors qui n'avaient pas les 1000 francs pour rentrer, il disait, ça fait rien, rentre. Et il disait, marque pour Bobby. Alors, il gagnait presque rien. Alors, je l'ai engueulé un peu, mais bon, comment tu peux l'engueuler? Et une fois, il est arrivé juste à Huahine avec son 20 000 francs. Et j'ai pensé, bon, on va aller au magasin prendre un peu de ma'a. Et quand on a été là-bas, il a pris une petite bicyclette. Il a été dehors et il a donné à un enfant. Il m'a regardé, il a dit, tu sais pas qu'est-ce que c'est de pas avoir de l'argent pour acheter une petite bicyclette ou d'avoir une bicyclette quand t'es petit.
Et le petit garçon est parti dans le village Avec avec la sa bicyclette. bicyclette. Et c'est parce que quand Bobby était petit, il était pauvre aussi. Et il n'avait jamais une bicyclette. Sa bicyclette n'avait pas de pneus. Alors, il allait partout à Honolulu sur une bicyclette sans pneus. Alors, il donnait beaucoup et souvent, s'il voyait une femme qui va accoucher, il allait au magasin prendre des couches pour la famille. Il donnait beaucoup. Bobby m'a dit, il était en Inde. Et il a vu un sadhu une fois. Et avec une main, il prenait l'argent. Et après, avec l'autre main, il prenait l'argent dans sa main. Il donnait à quelqu'un qui pensait qu'il a besoin de l'argent plus que lui. Quand il m'a expliqué cette histoire, je lui ai dit, tu sais quoi, Bobby, je ne vais plus être ton manager. On ne va plus être amis. On va juste rester amis et on va se débrouiller comme ça. Et on ne parlait plus de l'argent parce que, au fait, quand Bobby faisait quelque chose, l'argent n'était jamais dans sa tête. Je me rappelle une fois, ou 2 fois en fait, une fois c'était les Japonais. Il a fait 2 fois Esquire Magazine au Japon. Et la deuxième fois, les Japonais sont venus et ils ont dit, on veut faire une galerie de toi, Bobby. Juste, on va montrer ton art. Alors, tout l'art que tu fais tout le mois, même si tu écris une lettre, tu gribouilles sur un papier, tu nous envoies. Et on va te payer 400 000 francs par mois. C'était beaucoup, hein? Parce que si Bobby gagnait 80 000 francs par mois, c'était beaucoup. Il vendait un tableau. Il est venu me voir, j'étais sur le Mutus à Maïva. Il a dit, il faut que tu viennes ce soir expliquer à ces Japonais que non, je ne veux pas que mon art va au Japon. Je veux que mon art reste ici. Ma mission est ici dans ces îles. Tout cet art, les légendes, la musique, tout, c'est pour mettre en valeur cette culture ici. Je ne veux pas être comme Gauguin et me trouver tous mes tableaux partout dans le monde. Alors, je suis venue et les Japonais sont venus. C'était comique, il avait un placard où il se cachait dedans. Alors, il a dit, je vais me cacher dans ce placard parce que je veux voir comment tu vas parler à ces Japonais. Il faut que tu es gentil parce qu'ils sont très gentils. Ils sont venus à la porte et ils ont dit, Bobby-san, Japan. Puis je dis, non, Bobby-san, Tahiti. Non, Bobby-san, Japan. Après, je dis non, Bobby-san, Tahiti. À la fin, ils ont compris. Ils ont dit Bobby-san, Tahiti. J'ai dit oui. OK, thank you. Et ils sont partis et c'est là où ils ont vu que Bobby était un vrai. Et une fois, c'était avec Quincy Jones. Quand Quincy est venu à Tahiti, il est venu à Huahine nous visiter. Quincy, il était malade. Il a fait The Color is Purple. Et il a fait le film très vite parce qu'il n'avait pas le temps, mais il a promis à Whoopi Goldberg qu'il va l'aider avec ce film à la couleur de pupe. Et à la fin, il dormait plus. Alors, son docteur l'a envoyé à Tahiti pour se calmer. Il a téléphoné à Marlon Brando et il a demandé s'il pouvait rester sur l'île. Et Marlon a dit oui. Mais il a dit, Quincy, ça fait 20 ans que je t'invite de venir à Tahiti et maintenant, j'ai qu'un petit bungalow. Et Quincy a dit, c'est pas grave. Et il est resté à Tetiaroa. C'était Larry Cowan qui s'occupait de lui. Et à la fin, Quincy a dit, tu sais, je suis guéri avec le lagon, avec tout. Et je voudrais bien faire une île encore. Et Larry a dit, pourquoi tu vas pas visiter Bobby? Et il a expliqué qui était Bobby. Et Quincy a dit, OK, je vais aller. Mais il faut dire à personne que je suis là parce que mon docteur m'a interdit d'aller dans des hôtels et tout ça. Larry a dit, tu vas à l'aéroport, tu vas aller au petit snack. C'était mon petit snack dans ce temps. Et tu vas voir une fille qui s'appelle Dorothée. Et quand tu demandes de voir Bobby, elle va dire que tu as besoin d'un rendez-vous. Et Quincy a dit, déjà, ça me plaît. Et enfin, il est venu un soir, il est venu, il avait ses lunettes noires et il a dit, je voudrais bien voir Bobby. Et j'ai dit, bon, il faut prendre rendez-vous. Il a rigolé. Il a dit, demain matin au Ballet High. Alors j'ai dit, OK, tu peux me dire comment tu t'appelles? Il a regardé si personne n'écoutait. Il a dit, Quincy.
Alors j'ai dit, ok, je vais le dire. Je connaissais pas Quincy. J'avais aucune idée c'était qui. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à Bobby que Quincy Jones est là, il veut le voir. Et Bobby a piqué une crise. Il a dit, arrête de moquer de moi. Tu sais bien que Quincy Jones va jamais venir me voir. Pourquoi tu moques toujours de moi? Pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, ben, il m'a dit c'était Quincy. Tu crois que ça pourrait être Quincy Jones? J'ai dit, bon, il est noir. Et il a dit, tu crois? Et le matin, quand on est allé, Quincy était dans la piscine. Il était tout seul dans la piscine. Il était comme une petite grenouille. Il faisait des cercles dans la piscine. Et quand Bobby a dit, il a dit, oh my God, c'est Quincy Jones. Et il est descendu dans la piscine et lui aussi faisait la grenouille. Et quand ils sont allés face à face, ils ont frotté leur nez pour dire bonjour. Et Bobby a dit, écoute, c'est tellement un honneur de t'avoir. Et Quincy a dit, non, c'est mon honneur de te connaître. Et après, on a passé des jours ensemble. Et Quincy m'a dit, il a dit à Bobby aussi, si tu veux, je te ramène avec moi à Bel Air. Et je mets tes tableaux sur mon mur et tu vas être fameux. Et Bobby a dit non. Et Quincy a rigolé parce que dans le temps, il faisait Michael Jackson. Et il a dit, Bobby, j'ai jamais été refusé. Et Bobby a dit, écoute, j'ai quelque chose à faire ici. C'est mon pays maintenant ici, Quincy. Et Quincy était tellement fier de lui qu'on est resté juste au dernier jour de la vie de Bobby. Quincy téléphonait tous les après-midi pour voir comment il va. Et là aussi, j'ai vu que Bobby n'était pas intéressé dans... Il était vraiment concentré sur le mouvement de remettre cette culture en valeur. Bobby avait du sang polynésien. Il avait du sang hawaïen. C'est pour ça, souvent, quand il chantait des chants hawaïens aussi. Et je me rappelle une fois, on était dans un festival d'art à Papouasie-Nouvelle-Guinée et on avait une délégation de Hawaï et les kumu, hula, les mamas qui apprennent la danse de le hula, disaient à Bobby, il faut rentrer maintenant, tu viens de Hawaï, t'es pas de Tahiti. Et Bobby rigolait. Enfin, il a choisi Tahiti parce que Hawaï a tellement changé tellement vite quand c'est devenu américain qu'il ne voyait pas qu'il pourrait faire des changements. Ou ici, la culture existe. Il ne faut pas dire que Bobby a amené la culture. Non, il l'a réveillé. Voilà, il a réveillé, il a juste mis en valeur et il disait c'est beau ça. Je me rappelle une fois, j'avais 4 tableaux en dessous de mes bras et des pots de peinture. On allait quelque part, j'étais fatiguée. Je disais, Bobby, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas trop qu'est-ce qu'on fait. Il m'a regardé et il m'a dit, beautify, beautify. On disait dans l'époque de Eisenhower, c'était Lady Bird qui disait beautify, ça veut dire de faire beau l'Amérique, de faire mettre la beauté. Et c'était ça que la mission de Bobby, c'était de mettre la beauté autour de cette culture. Si tu vois les tableaux, les femmes ont toujours des longs cheveux parce qu'ils pensaient que c'était tellement beau les longs cheveux. Ils disaient à les filles de pas couper tes cheveux. Ton mana est dans les cheveux. Il adorait la peau rouge que les Tahitiens avaient. Il disait toujours, vous avez la plus belle peau. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est la plus belle peau. En plus, tu peux aller dans le soleil, tu es protégé par ta peau. Et puis elle est très douce, elle a un grain de peau absolument c'est la peau aussi de les Indiens oui. américains, ils portent les peaux rouges. C'est une belle peau. Alors maintenant, Dorothy, tu dois perpétuer le message de Bobby. Bobby était malade, il m'a fait une liste si jamais quelque chose arrive avec son cancer et il avait le faripoté qu'il voulait qu'on garde à Maïva parce que c'était un grand projet par le docteur Sinoto et ça coûte très cher et aujourd'hui on a transformé ce faripoté en écomusée à Maïva et en fait c'est un très beau parc quand tu vas à Maïva avec le faripoté et les marins sont tout propres.
Il avait le concours de cerf-volant traditionnel que on a ramené. On a fait un grand concours aussi et le village a tout participé dedans. J'ai vu 20 ans après, et c'est vraiment la preuve que Bobby est un grand artiste, que les gens s'attachent toujours à ses peintures, à ses chants. C'était pas vraiment juste une époque. Je vois des gens qui n'ont jamais connu Bobby, qui a vu ses tableaux, qui veulent une reproduction, une litho de ses tableaux parce qu'ils sont tellement beaux. Je rêve qu'un jour on fait un musée. Ah oui. Un musée de Bobby. Sa vieille maison existe toujours, la première maison, et j'ai dit à les propriétaires que je voudrais bien acheter les murs. La maison est trop vieille, mais je voudrais bien remettre les mêmes murs dans un musée avec ses tableaux qui pond, avec ses objets, un peu avec sa vie et un peu tout qui passait dans cette époque aussi. Parce que je pense que Bobby était important pour les Tahitiens. Même aujourd'hui, je me rappelle dans le marché, quelqu'un qui vendait des pastèques me dit « Dorothée, tu vas faire l'hommage de Bobby ?» Et j'ai dit « Oui, je vais vraiment faire des efforts de faire cet hommage. » Il dit « Tu sais, Dorothée, c'est très important comment tu le fais parce qu'il appartient à nous. » Et c'est vrai, il m'appartient pas. Il appartient, il est aujourd'hui dans le patrimoine de ce pays. En plus, Bobby il rigolait beaucoup et quand il rentrait dans une bringue, tout le monde était content parce que c'était le premier. Il était joyeux, il était toujours très joyeux. Il avait sa couronne, il était simple, il n'avait jamais de linge de marque. Il allait au Chinois chercher son short, un t-shirt. Un t-shirt. Il va peindre sur son t-shirt, il va le couper dans toutes les directions et c'était son linge pour la soirée. C'était quelqu'un qui était très simple, Bobby. Son panier marchait, ses pieds nus et ses grandes couronnes. Donc maintenant, tu es devenue plus une habitante de Wainé que de Tahiti. Ça veut dire oui ou non. Là, je suis à Tahiti parce que c'est plus facile de faire l'hommage ici. On a fait Huahine et là, on a un concert le 25 juin. Et avec les artistes ici, avec Angelo, Aldo, Michel Poroy, les gens qui Rataro m'a dit sur le téléphone, il a dit, tu sais, c'est un honneur de chanter à ce concert parce que on peut ramener un peu tout que Bobby a donné à ce pays. C'est un peu ça. Je voulais faire un concert bénévole. Alors, on va le faire à Vaiete, que tout le monde peut venir. Tu peux venir en famille, amener un peu cette énergie que Bobby a amenée dans ce pays. Donc, ta vie a été quand même complètement changée par Bobby. Je me rappelle quand Bobby était malade, et on parlait beaucoup et il m'appelle toujours Baby. Il disait, you know, Baby, si on habitait à New York, avec mon talent, on serait riche aujourd'hui. Et je dis, tu sais, Bobby, je regrette pas un jour que j'étais avec toi pour toute la gente dans le monde, que l'expérience que j'ai partagée avec lui, c'était tellement plus riche que l'argent peut t'amener, parce que même un bol de lentilles avait goût quand tu étais en face avec Bobby, parce qu'il te faisait rigoler. Je pense que j'étais vraiment gâtée de vivre avec lui et je regrette pas du tout mes moments avec Bobby. Et ce hommage aussi, c'est pour le rendre un merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour même Sabrina, elle est touchée par Bobby, mon fils Lono, et de le rendre hommage et de le remercier pour tout ce qu'il a donné pour moi et tout ce pays. Le 25 juin, on fait un concert et on espère amener le même concert au musée Gauguin pour le Presqu'île. Parce qu'aujourd'hui, on a presque 20 000 personnes qui vivent dans le Presqu'île et on voudrait bien faire un POA concert où tu amènes ton POA, tu amènes ta glacière et toute la journée, on chante dans l'esprit de Bobby. Et je crois que je vais terminer l'année à Huahine.
J'ai vu par le dernier concert avec les enfants que les gens n'ont pas changé dans les 20 ans et je voudrais bien terminer à Huahine, mais faire peut-être un week-end que les gens de Papeete pourraient descendre, aller au concert et passer un bon week-end à Huahine aussi. J'ai dit, il faut vite que je finisse mon travail ici à Papeete et passe plus de temps à Huahine. Il faut dire, c'est mon home. Merci Dorothy d'avoir évoqué ta vie et d'avoir surtout évoqué la qualité humaine que possédait Bobby. Merci à toi, Michel. T'es une vraie Aito Wahine de venir nous voir et merci beaucoup pour cette interview.